Karl Lagerfeld, bonsoir, merci d'être avec nous. On a vu un défilé de meubles à l'instant. C'est une de vos passions fatales, je crois. Les meubles, oui, je collectionne les meubles et effectivement, c'est assez fatal comme passion, mais en fin de compte, cette fatalité n'est pas si néfaste que ça. Vous aimez quoi? Ben, moi, je ne suis pas très porté sur les Louis XIII et les Louis XIV. Moi, ça serait plutôt les Louis XV et les débuts du Louis XVI, ce qu'on appelle la transition. Après, un peu moins. Le art nouveau et tout ça, j'aime pas même pas du tout. Et puis, j'ai bien aimé l'art déco à un moment donné. J'avais commencé à les collectionner à une époque où personne n'en voulait, où les gens disaient, mais vous êtes fous, c'est des horreurs, c'est affreux, ça vient de chez la concierge, j'en faisais des choses immondes. Et tout d'un coup, ça devenait la mode et ça m'intéressait beaucoup moins parce que c'est redevenu une mode. Et je trouve qu'il y a toujours des choses très belles. Et j'avais fait une collection comme ça pendant 10 ans. Et puis, c'était accumulé dans un endroit où je vivais avec, mais c'était pas fait comme un décor. Et après, j'ai fait une maison avec un décor pour cette collection. Et quand c'était fini, j'ai dit, ça c'est très bien. Mais comme ma vie, c'est pas l'argent de Marcel Herbier, c'est pas un film, adieu Berthe. Et j'ai tout vendu et je me suis réinstallé dans le Louis XV, plus confortable et plus facile à vivre. Et puis, j'ai fait une maison à Monte-Carlo avec tous les meubles de Memphis, surtout avec la deuxième collection de Memphis qui était vraiment à l'époque très révolutionnaire. Et puis, j'avais ce grand appartement dans cette tour qui avait des pièces bizarres, qui n'étaient pas vraiment rectangulaires, ni des formes étranges. Rien de ce qui est classique et qui existe rentre là-dedans. La seule chose que je vois, c'est ce meuble de Memphis. D'ailleurs, ils portaient tous des noms de stations balnéaires, d'hôtels au bord de mer. Et je le dis, c'était très gai. Et cette collection, même si j'ai déménagé depuis, je l'ai gardée. Et je vais la remettre quelque part. Il y a même les musées qui la veulent déjà. Mais comme ils ne peuvent pas garantir l'espace d'exposition que je demande, je préfère la garder dans mes réserves pour le moment. Et un jour, on verra bien. Parce que je trouve que le Memphis de Milan était aussi important que les arts déco dans les années 20. Et le Memphis, c'est l'équivalent pour moi pour les années 80. Vous choisissez les meubles en fonction des différentes demeures que vous venez d'énumérer, c'est-à-dire Monte-Carlo, Paris, Rome. Oui, il faut que ça aille avec la maison parce qu'au fait, j'aime pas beaucoup dans les maisons modernes des meubles anciens. On peut mettre un ou deux éléments, mais c'est pas joli, c'est pas fait pour. Si vous avez une maison moderne, meublez-vous moderne parce que dans un sens, il faut que les choses aillent. Le côté éclectique, c'est pas facile. Et je ne suis pas fou de ça. Moi, j'aime créer une ambiance et je trouve que l'ambiance est donnée par les meubles, mais c'est aussi donné par l'architecture, par les proportions et par l'esprit d'une époque. Moi, j'aime bien notre époque, j'aime bien aussi l'idée que je me fais du passé parce qu'après tout, on ne l'a pas connue. Et c'est assez créatif de refaire une maison art déco en se disant ça devait être comme ça, peut-être c'était autrement, je n'en sais rien. Mais je ne veux pas savoir. Mais pour moi, les maisons, c'est aussi important que les collections et indirectement tout ça m'inspire, m'influence plus ou moins. Qu'est-ce qui fait que vous avez plusieurs demeures? C'est que vous aimez bien vous sentir chez vous, vous détestez l'hôtel ou bien? J'aime pas beaucoup l'hôtel et comme je travaille à Monte-Carlo où je prépare mes collections, à Paris et à Rome, c'est bien d'avoir des maisons parce qu'au moins comme ça je peux voyager sans bagage, les mains libres dans les poches, sans rien. En général on a toujours 36 paquets à traîner parce que dans l'absolu c'est parfait mais la réalité est toujours un peu différente. Et je sais pas, on arrive et on sait pas tout de suite où les choses se trouvent, j'ai mon matériel de dessin et tout. Pas marrant de voyager avec des crayons et des machins comme ça. Vous détestez ça? Détester, c'est beaucoup dire, mais puisque je peux vivre autrement, autant le faire. On a mis comme sous-titre La vie de château. On a un peu le sentiment que vous êtes un personnage qui vit au-delà des contingences. Ben, je suis ravi de donner cette impression. Moi-même, je n'ai pas cette impression, mais en tout cas, j'essaie de faire rapprocher la vie de tous les jours le plus possible à l'idée idéale que je me fais de la vie que j'aimerais avoir. Mais c'est valable que pour moi. Les autres ne voudraient pas forcément ma vie. Parce que la vie idéale pour vous, c'est quoi? Eh bien, de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, dans des endroits qui me plaisent, mais étant donné que je travaille beaucoup, que je dessine beaucoup et que ça m'amuse. Je ne fais pas ça forcé, je ne suis pas aux travaux forcés, même si j'en fais beaucoup. C'est comme ça parce que j'ai envie de ça. Mais aussi, beaucoup de gens n'ont pas envie de travailler 15 heures par jour. Mr. Neville. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce film, Karl Lagerfeld? Beaucoup de choses. Là, évidemment, il n'y a qu'un court extrait, donc c'est difficile à dire. Toute l'ambiance, la maison, la façon comme l'histoire est montée, qui est diabolique, car au fait, c'est une espèce de crime parfait à travers une dizaine de dessins. Les costumes que je trouve étonnants parce que c'est très extravagant et c'est fait avec des très petits moyens, car ce film avait été fait pour la télévision au départ. Il n'avait pas coûté cher du tout et je trouve ça assez rassurant de savoir que les films n'ont pas besoin de coûter des milliards et des milliards de dollars et qu'on peut faire des films merveilleux avec des budgets finalement relativement limités
intimité. Et il y a un climat très, très, très amusant, ce côté vase clos, le côté monde très fermé de cette maison, de ce crime si diaboliquement monté. Moi, je dois dire que c'est un des films que je préfère ces dernières années. Jean-François Moulin, alors, la revue de presse qui concerne Karl Lagerfeld, on y trouve quoi? On va commencer peut-être par quelques titres vous concernant pour nous mettre un peu dans l'ambiance, pour donner le ton. Alors je lis dans la rubrique Dandysme du Monde, Karl Lagerfeld, marginal de luxe. Je lis aussi Karl Lagerfeld, marquis du 18e, ou bien encore Karl Lagerfeld, un radar, un bouillonnement, que dis-je, une patte. In English, bien sûr, dans le Newsweek, last but not least, the bad boy of high fashion. On est star ou on ne l'est pas, et quand on plane dans les étoiles, eh bien autant jouer le jeu jusqu'au bout. Et alors inutile de préciser, lit-on dans la Tribune de Genève du vendredi 18 décembre, que pour Karl Lagerfeld, c'est une seconde nature. La haute couture, vous disiez dans l'Express un jour que la haute couture c'était de l'orthopédie pour femmes mal faites. Quand on vous demande si vous n'avez pas l'impression de tourner un petit peu en rond, vous dites pas du tout, parce que finalement, la mode, eh bien, ça suit la vie. Quand on vous demande aussi si vous n'avez pas l'impression que la mode, c'est un art mineur, vous dites non, parce que je n'ai pas de problème d'ego avec mon métier. La politique, là-dedans, c'est pas tellement votre truc, Karl Lagerfeld. Vous dites d'abord que vous n'êtes pas français, donc vous pouvez pas voter. Vous avez peut-être une petite préférence pour un système politique, c'est la royauté. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Enfin, pour terminer, un petit coup de griffe. Il n'a rien à voir avec la mode, c'est peut-être sur un sens un peu polémique toute feutrée bien sûr. Quand on vous demande si, comme Pierre Cardin, vous mettriez votre griffe un peu partout, vous dites Pierre Cardin c'est devenu un marchand de soupe. Je mettrais peut-être ma griffe à la limite sur de la vaisselle, mais sur du papier toilette ou bien encore sur du chocolat, jamais. Puis tout de suite vous précisez, il ne faut jamais dire jamais. Alors Karl Lagerfeld, ça fait beaucoup de choses. Vous êtes d'accord avec ces revues de presse? Vous lisez Oui, mais les vous choses? savez, comme il y en a de plusieurs années, ce n'est pas toutes des choses très récentes. Par exemple, ce qu'il dit au sujet de la haute couture, que c'était un truc un peu orthopédique pour les dames mal faites, c'était valable dans les années 70, quand la haute couture n'était pas à la mode. Puis il y a toute une nouvelle génération de femmes qui sont intéressées à la haute couture, qui voulaient des choses différentes de ce qu'on pouvait trouver dans les prêt-à-porter. Et les prêt-à-porter, qui au départ étaient un mouvement un peu en réaction par rapport à la haute couture, à une mode plus figée, est devenu beaucoup plus couture, entre guillemets, avec beaucoup plus de prétention. Alors autant refaire de la couture. Vous savez, et il a très bien dit à la fin, il ne faut jamais dire jamais, car la mode c'est basé sur le principe jamais, jamais. Donc je peux tout dire, mais je peux dire aussi le contraire demain matin. Ça ne veut pas dire que je change d'idée, mais pour moi, ça fait partie d'une évolution naturelle. Politiquement, vous êtes royaliste? Royaliste, pas dans le sens comme en France, Croix de Feu et compagnie, non. J'aime bien l'idée, c'est pour ça que je vis à Monte-Carlo, je trouve ça très bien comme ça à Monte-Carlo. Et vous savez, ce que j'aime beaucoup dans la monarchie, c'est qu'il n'y a pas de campagne électorale, car ce que je déteste le plus dans la politique, c'est les campagnes électorales. Ah ouais. On a assez envie d'être invité à vos réceptions, je crois. Oui, mais je n'en fais pas tous les jours. Non. Vous avez été nocturne à un moment donné de votre vie. Oui, il semblerait que maintenant vous ayez changé. Nocturne. Pour le moment, il y a quelque chose à réinventer dans ce domaine. Et je trouve que pour le moment, il n'y a qu'une boîte de nuit amusante au monde, c'est le bain-douche à Paris. Vous y allez de temps en temps? Pas des masses, mais de temps en temps. De temps en temps. Ouais. Jean-François Moulin, encore un mot? Ah oui, là je lis une phrase qui va peut-être pas faire plaisir aux jeunes femmes qui sont ici. Vous avez déclaré dans Le Matin, c'était en 1983, Le Matin de Lausanne, « Les femmes amusantes n'existent plus ». Alors vous qui êtes un homme qui avait fait la fête, les femmes amusantes? Mais ça, il faut dire dans quel contexte, il faut lire tout l'article, parce que ça doit être une conclusion par rapport à quelque chose. Écoutez, je vais vous dire déjà le titre, peut-être que ça vous éclairera. C'était intitulé « Le repos me fatigue ». Je vois qu'il n'y a aucun rapport entre les deux, Oui. j'espère. Mais... Vous savez, quelquefois même les interviews ne sont pas forcément ce qu'on dit, et je n'écris pas tous mes articles moi-même. C'est Madame Claude Langelle, je peux prendre un rendez-vous pour vous? Oui, exactement. Vraiment, je ne me rappelle pas l'article pour être vraiment affirmatif à ce sujet. Il est long, alors on prendrait du temps peut-être à le lire entièrement. On peut prendre une phrase dans un contexte et elle eh bien, veut pas écoutez, oui, je forcément peux dire la vous même dire, chose. oui. C'était On va peut-être arrêter. C'est une conclusion de là. quelque chose. Juste un petit bout. Non, juste un petit bout. Ouais, Alors, un petit d'accord. bout, c'était juste, Tout petit bout. les femmes ont beaucoup évolué depuis les années 50, elles savent choisir ce qui correspond à leur type, à leur genre de vie, elles achètent ce qu'elles aiment, même si c'est moche, ce n'est pas grave, on ne s'habille pas pour les autres, mais pour se sentir bien. Et il ajoute, mine de rien, les femmes amusantes n'existent plus. Ça me paraît un peu bizarre aujourd'hui, mais il y a peut-être quelques phrases qui manquent qu'elle n'a pas marquées. Ouais. Parce qu'au fait, je dis plutôt du bien d'abord des femmes. Ben oui. Donc, pas amusante. Non, c'est par rapport à certains caractères du passé que ça nous paraît aujourd'hui, à travers les livres et les journaux, plus Peut-être à celle amusants. qui inspire la haute couture. Écoutez, on va peut-être vous Ah laisser oui, régler oui, cette... c'est comme vous y venez. Oui, les côtés muses de l'époque, effectivement, dans les années 30, il y avait des femmes comme Marie-Laure de Noailles, Madame Fellows, tout ça, qui étaient des muses et des inspiratrices. Ça n'existe pas aujourd'hui, mais aussi la vie a changé et souvent, surtout les femmes très riches aujourd'hui, ont tendance à être très conventionnelles et très, je vais dire banales, mais elles ne font pas cet effort d'avant-garde
que les femmes riches faisaient à cette époque-là. Et je pense que c'est ça la réponse, et c'est ça, ça veut dire ça. Ça ne s'adresse pas aux femmes en général. Pourtant, il y a un été assez réjouissant. C'est agaçant, ces petites tenues là, pour le prêt-à-porter. Pourquoi agaçant? C'est provoquant, non? C'est adorable. Oui, mais enfin, c'est amusant pour une femme de provoquer s'il y a de quoi provoquer. Alors, pour le prêt-à-porter, comment ça se passe et la haute couture, vous séparez les genres comment? Ben d'abord, la haute couture, ça se sépare déjà par le moment où ça se présente. Et je ne veux pas dire que c'est beaucoup plus travaillé, mais c'est quand même des collections qui sont refaites sur mesure et qui prennent des heures et des heures. Il y a des travaux là-dedans qu'on ne peut pas faire dans les prêt-à-porter parce que c'est techniquement irréalisable à refaire en série. Donc c'est une autre technique, c'est un autre métier. Et c'est bien de savoir les deux. Ouais, vous aimez bien le prêt-à-porter, ça ne vous gêne pas du tout? Ah, pas rien ne me gêne, au contraire. C'est par là que j'ai... Je ne vais pas dire que j'ai commencé par là parce que j'ai quand même... Je n'ai jamais été dans une école de mode ni rien, j'ai appris mon métier dans les maisons de couture, car dans les années 50 et au début des années 60, c'était le seul moyen pour apprendre cette technique, c'était ça, le prêt-à-porter, ça n'existait pas. Mais j'ai quitté tout ça tout de suite au début du prêt-à-porter, car tout d'un coup, ça n'était plus la confection, ça devenait le prêt-à-porter, ça avait tout d'un coup une identité, et c'était ça qui était passionnant parce que c'était un métier qui n'avait jamais été fait comme ça avant et on avait l'impression d'inventer quelque chose, d'inventer un métier, de travailler d'une certaine façon, de travailler freelance, de travailler pour plusieurs affaires, pour plusieurs griffes, même si on a sa propre griffe comme moi aujourd'hui, ce qui ne m'empêche pas de faire Chanel et Fendi et tout ça. Et ça, c'est une chose très moderne qui n'existait pas avant. Et après, ça m'amusait de refaire une maison de couture, c'est-à-dire de refaire la collection de Chanel haute couture aussi, parce que, comme je disais tout à l'heure, le prêt-à-porter était devenu très 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 sérieux, il se prenait très au sérieux, il y a des gens qui commençaient à faire un truc très couture, avec tous les inconvénients et pas forcément les avantages de la couture, et là je me suis dit, bon, puisque j'ai cette formation, autant le faire de nouveau. Mais comme vous l'avez signalé peut-être un peu rapidement, ce qui n'est pas évident pour un grand couturier comme vous, c'est que vous avez travaillé comme freelance. Oui, dans un sens, je suis toujours freelance. Vous étiez au cachet. Même par rapport au cachet, c'est beaucoup dire. Mais même avec ma propre affaire, je reste toujours au dehors des affaires. Je ne vais pas rentrer dans le circuit commercial d'une affaire. Moi, je veux rester détaché et libre et d'avoir l'impression que j'improvise, que rien ne m'oblige à le faire, même si je suis très, très, très consciencieux et plutôt travailleur. Mais je ne veux pas avoir la réalité terre à terre d'une affaire. J'aime le côté je plane, même si... Personnellement, je suis une personne très terre-à-terre. Oui, vous êtes très terre-à-terre, c'est ce que j'allais vous dire, parce que vous avez été invité à reprendre la maison Chanel parce qu'elle était carrément en train de couler, quoi. Non, elle n'était pas en train de couler, elle s'endormait parce que vous avez une maison, une affaire de mode, un nom, ça a besoin d'être asticoté, d'être maintenu dans l'actualité, d'être animé par quelqu'un. Vous savez, uniquement le respect et le côté c'est comme ça, et de vivre sur des gloires passées, ça ne paye pas ça, ces choses-là. Ça, c'est impossible. C'est sinistre, ça devient forcément sinistre. Le respect dans la mode, ça ne paye pas. Jean-François Moulin, alors il semblerait que l'arrivée de Karl Lagerfeld chez Chanel ne soit pas faite sans tambour ni trompette. Ça a été effectivement accueilli avec beaucoup de fracas, sous un titre tout à fait provocateur, parce que c'était marqué « Un Provo chez Coco », c'était dans l'Express. Et ça débutait ainsi, provoquant, poudré, hissé sur des talonnettes. Karl Lagerfeld lance « Faire du Chanel, ça m'amuse », vous venez d'y répondre. Mais l'article précise que tout vous séparait en fait, Karl Lagerfeld, entre vous et le style Coco. Mais justement, c'est pour ça que ça a marché, peut-être, parce que si j'avais fait de la copie, ça n'aurait pas marché. Donc j'ai pris des éléments et j'en ai fait autre chose. Et vous savez, moi j'aime bien que les gens soient agressifs et tout. Si ça avait été accueilli avec du délire et tout, ça n'aurait pas été amusant. Et dans ce cas-là, ça n'excite pas votre combativité. Et c'est ça qui est finalement amusant. C'est pas que je me moque de ce que disent les gens, mais j'ai une idée précise et rien ne me fait changer d'idée. C'est comme ça que je le voyais et finalement, j'ai eu raison et ils ont fait un boom incroyable et ça a fait un tabac, comme on dit vulgairement, et Provo ou pas, en tout cas, c'est ce qu'il leur fallait, sinon c'était la berceuse et on s'endormait. Alors, Karl Lagerfeld, vous avez eu l'extrême bonté en fait de nous amener 3 dessins. Et les 3 dessins que nous allons voir à l'instant sont des dessins que vous avez faits juste pour nous, quasiment, et qui donnent la tendance pour la collection d'hiver. C'est pas Chanel. Ça, c'est pour la collection Karl Lagerfeld prêt-à-porter, qui se fait aussi à Paris, puisqu'il y a aussi une autre, un peu moins chère sportswear qui se fait en Allemagne. Et ça, c'est les tendances pour l'hiver prochain. Mais ça, c'est pas Chanel, c'est KL. Non, ça, c'est KL. Alors, qu'est-ce que vous attendez de KL ? Pourquoi vous avez décidé tout d'un coup de faire votre propre marque, alors que jusqu'à présent, vous aviez travaillé pour un peu tout le monde, quoi. Vous avez même fait des chaussures pour Charles Jourdan. Oui, mais non, je fais des chaussures Karl Lagerfeld fabriquées par Charles Jourdan, ça prouve qu'on est resté en bonne relation. Non, parce que vous avez un nom, quand il est fait, il se trouve que c'est le mien, autant l'utiliser. Et comme je m'étais séparé de Chloé et que je voulais remplacer par ça quelque chose, je me suis remplacé par moi-même. Vous aviez peur de vous ennuyer, peut-être ? Je n'ai pas vraiment peur de ça parce qu'il y a assez de choses à faire, mais ça m'amuse et une chose me donne une idée pour une autre. Moi, je m'embêterais
si je n'étais qu'une seule personne. Moi, j'aime être 2-3 personnes à la fois. Voilà, alors là, on voit un autre dessin. Ça, c'est aussi, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup moins il n'y a plus du tout de padding, parce que ça, c'est vraiment un truc, maintenant, il y a 10 ans que ça dure, et les manches sont très, très, très étroites. Après toutes ces années de gros padding et de grosses manches, je trouve qu'on a envie de revoir des épaules fines et des bras qui bougent et articulés, et pas ces gros sacs de tissu dans lesquels les bras étaient enfouis. Alors il y a une chose qui est caractéristique dans vos dessins, c'est qu'ils sont extrêmement précis et très lisibles, et je crois que les gens, une fois qu'ils les ont en main, eh bien, ils ont plus qu'à copier, quoi. Oui, d'autant plus que la plupart des gens qui travaillent avec moi ont des sketchs encore beaucoup plus techniques que ça, ils savent les lire et travaillent aussi avec moi souvent depuis 10, 15 et 20 ans. Donc évidemment, ça facilite aussi, car on se comprend à demi-mot et elles peuvent lire surtout les proportions et l'esprit que je voudrais que ça ait, car dans la mode, malheureusement, il y a deux choses. Il y a la technique, mais il y a aussi l'esprit. Et la technique sans l'esprit, ça ne tient pas debout. Et l'esprit sans la technique, c'est encore pire. Est-ce que vous travaillez quelquefois sur le vêtement ? Oui, je travaille, vous savez, il faut bien partir par quelque chose. En général, je pars d'un effet graphique, d'un tissu que j'ai vu et je dessine quelque chose pour ce tissu. Et je donne des dessins. Mais souvent, après, en cours de route de l'évolution d'une collection, je travaille sur les vêtements. Un truc qui ne me plaît pas, je le coupe en 10 morceaux et j'en fais autre chose et tout. Il n'y a aucune règle pour ça. Et c'est ça que j'aime dans ce métier. Alors, Karl Lagerfeld, si mes informations sont exactes, vous faites quelque chose comme 1700 dessins qui donnent 1700 modèles par année. Vous savez, je ne compte pas mes dessins et je pense que j'en fais beaucoup plus, car beaucoup de choses que je dessine vont aussi à la corbeille à papier, parce qu'il faut dessiner beaucoup pour en retenir très peu. Parce que, je ne sais pas, il faut vider littéralement sa tête, mais tout sur le papier à faire un choix là-dedans. Je ne fais pas un dessin et puis ça fera une robe. Ça serait trop facile. À quel moment vous savez que vous allez faire ça pour Chanel et ça pour Lagerfeld et ça pour... Je ne sais pas, ça se fait plus par instinct. Je ne me dis pas je vais faire ça pour là, je ne pense pas. Ça se fait sur place. Il n'y a aucune règle. Quelquefois, c'est pas... Et en plus, par exemple, quand je suis dans mon bureau chez Chanel, et on me demande quelque chose KL, je ne peux pas me souvenir. Un journaliste me demandait previews de Chanel chez KL, je ne me souviens pas. À la minute où je quitte une maison, ça s'évanouit et je ne sais plus ce que je faisais. C'est très étrange. Il y a un truc qui doit être formidable chez vous, c'est la manière dont vous gérez votre emploi du temps. Oui, je fais avec. Il faut parer au plus pressé toujours. Alors, globalement, une journée de Karl Lagerfeld, ça se déroule comment ? Mais ça dépend où je suis. C'est différent à Rome, c'est différent à Paris, c'est différent à Monte-Carlo. Et au fait, il n'y a aucune règle générale. Mais je dois respecter vaguement les horaires des ateliers et tout ça, parce qu'il faut quand même que tout le monde essaie. Ça prend un certain temps. Je ne veux jamais donner l'impression à qui que ce soit qu'il n'y en a que pour les autres, parce que les gens ont tendance à penser il ne pense pas à nous, il pense aux autres, il n'est pas là, etc. etc. Et c'est pas facile, cette ubiquité professionnelle, parce qu'il faut maintenir l'ambiance partout. Oui, mais on dit que vous travaillez seul, souvent le matin, très tôt. Oui, très très tôt, oui. Parce que pour dessiner, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, on n'est pas dérangé, on ne peut pas appeler personne ne peut vous appeler parce que les gens dorment. Donc entre 4h ou 5h du matin et 9h, je trouve que c'est absolument l'heure idéale pour dessiner et travailler tranquillement. Et vous vous couchez avec le soleil ou très tard ? Non, j'aimerais bien, mais en général, vous savez, c'est toujours minuit et demi quand même, 1h. Moi, j'aimerais me coucher à 10h, me lever à 5h tous les jours, mais malheureusement, la vie fait que c'est pas facile. Vous devez terriblement aimer les femmes pour les rendre si belles à chaque fois. Ça fait partie du métier, sinon ça serait malhonnête. Et les hommes, vous n'avez pas les habiller ? C'est moins drôle. Je préfère leur faire des eaux de toilette pour eux. Ouais, parce que vous faites des parfums également. Et oui, j'adore les parfums. J'ai toujours voulu faire des parfums. Pour moi, c'est aussi important que la mode. Et je suis ravi d'avoir une affaire de parfums à mon nom aussi. Et j'ai 4 parfums qui marchent très bien dans le monde entier. Et j'ai dessiné aussi bien les bouteilles. Et je travaille à la conception du jus et tout. Parce que je sais exactement ce que je veux. Et je fais même maintenant la publicité pour les parfums moi-même. Parce que je me suis improvisé photographe aussi. Très professionnel. Parce que j'ai des équipes pour m'aider qui m'apportent les côtés techniques. Et moi, j'apporte l'idée de l'image, la composition et l'esprit de ça. Eh bien, vous n'arrêtez pas finalement. Non, mais qui a envie de s'arrêter? C'est amusant. Tout ça, ce n'est pas des choses ennuyeuses à faire. C'est amusant de faire de la télévision. Vous êtes bien placé pour le savoir. C'est amusant de dessiner des collections et c'est amusant de faire des photos. Il y a des métiers plus désagréables que ça. Donc, cette boulimie est peut-être un peu excessive, mais doit me correspondre, sinon je ne le ferai pas. Je voulais juste signaler que le 2 pièces cuisine qu'on a vu au passage dans lequel vous faites vos photos, c'est votre propriété de Monte-Carlo, c'est ça? Oui, c'est ma maison d'invité. Moi-même, j'habite ailleurs. Ah, vous habitez ailleurs, oui. Parce qu'il y a combien? Il n'y a que 30 pièces peut-être? Non, c'est ce que les gens disent, mais il y en a beaucoup moins. Quelqu'un a dit l'autre jour à quelqu'un, mais qu'est-ce que fait cette maison? Il y a 40 chambres et 3 salles de bal. Et, en fin de compte, la maison est beaucoup plus petite qu'on ne pense, mais elle a l'air immense. Au fin de compte, il y a 6 chambres et une grande salle de bal en bas parce que j'ai abattu tous les cloisons et c'est tout. Mais la maison est comment dirais-je, mangée à 3/4 par une énorme cage d'escalier. Alors tout ça ne sert à rien, mais ça prend beaucoup de place. Vous aimez beaucoup la photo et l'image, vous y êtes très sensible. Ah oui.
Qu'est-ce Un que jour, vous- j'aimerais aussi faire des films. Là, par exemple, je vais faire un spot publicitaire pour un de mes parfums. Et peut-être un jour, je ferai un film, une comédie, parce que je n'ai pas envie de faire des choses trop tragiques. Alors il y a un film que vous adorez, c'est Les Dames du Bois de Boulogne, qui raconte une histoire épouvantable. C'est Oui, une vengeance. J'aime bien ça. C'est une vengeance. En plus, c'est une ex-maîtresse qui fait épouser à son ex-amant une prostituée qui lui interdit d'être à la cour et autres. C'était extrait de Diderot dans Diderot, Jacques mais le Fataliste. adapté à 1940, vers 1940 à Paris par Cocteau, d'après ce texte. Pour les de dialogues, Diderot. et c'est un film de Robert Bresson. Oui. Je vous ai attendu tous les jours en pensant que vous ne viendriez jamais. Je ne viens pas à votre rendez-vous, je vous apporte une lettre. J'ai cru comprendre que vous n'aimiez pas tellement les films où ça parle beaucoup. Ça dépend des dialogues, mais malheureusement dans l'extrait là, on a du mal à se rendre compte du vrai climat du film parce qu'on voit Elena Labordette qui joue la victime, la pauvre prostituée, et c'est Maria Cazares qui fait l'intrigante maléfique et qui dans ce film, je veux dire, est géniale. Hein. Eh bien, nous punirons le responsable. Non, c'est un joli extrait aussi parce que moi je trouve très bien Elena Labordette, mais là ça donne un côté gentil et doux, car ce n'est pas un film gentil et doux. Alors vous avez l'intention, enfin ça court dans les journaux depuis un moment, d'écrire un bouquin sur la princesse Palatine. Mais ça, il y a 20 ans que je fais ça. Ouais. Donc c'est en chantier. Vous savez, je ne suis pas écrivain, donc je n'ai pas besoin de me presser. Je peux faire ça à un moment perdu, s'il reste des moments perdus, et faire la recherche tranquillement. Et je fais ça depuis toujours. Je collectionne des documents inédits, des tableaux, des choses qui n'existent pas dans les autres biographies, parce qu'une biographie sur un personnage historique n'est intéressant que si vous pouvez apporter quelque chose qui n'est pas encore dans les autres biographies qui existent. Sinon, c'est un livre fait avec des livres, et ça, c'est pas amusant. Et est-ce que vous continuez à écrire des critiques littéraires pour Non, Vogue je France n'ai plus sous le le temps. pseudonyme de Minouflet de De Vermenoux. Vermenoux? C'était rigolo, ça. Non, je le faisais ça du temps de Francine Crescent, mais malheureusement, ils ont eu la mauvaise idée de virer Francine Crescent de Vogue Français, alors depuis, je ne fais plus rien pour eux. Ah, vous vous êtes retiré comme ça. Ouais. Quand vous avez décidé quelque chose, ça doit être pas mal. Hein. Non, c'est pas ça, mais sans elle, c'est moins drôle. Vous avez plutôt bon caractère ou mauvais caractère? Mais ça, il faut demander aux autres. Moi-même, je me fais plus des illusions. Moi, je me trouve absolument extrêmement facile à vivre, mais il y a des gens qui ne sont pas de cet avis. Avant, vous avez consulté une voyante et qu'elle vous a prédit certaines choses et que vous avez appliqué toutes ces recommandations, c'est-à-dire en fait de vivre seul pour vivre bien. Oui, exactement. Et vous savez, je la vois toujours. Et quand je dis je la vois toujours, c'est faux, car nous correspondons, parce qu'elle est très très vieille, elle a plus de 90 ans, elle ne reçoit plus personne. Mais quelquefois, elle fait un rêve et elle m'écrit en disant je rêvais ça, vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela. Et malheureusement ou heureusement, elle a toujours eu raison. Et les 2 ou 3 fois où je n'ai pas écouté, j'ai eu tort de ne pas l'écouter. Ce qui veut dire que vous êtes quand même très superstitieux alors. Oui, assez et content de l'être. Ça ne me gêne pas du tout. Alors elle vous a dit qu'il ne fallait pas que vous ayez une vie de famille. Aussi, hein. regardez, avec le genre de travail que je fais, comme je vis, c'est d'un tel égoïsme, il n'y a pas la place pour une famille, pour une vie normale, entre guillemets. Ça ne peut pas se faire. Ça serait absolument atroce et épouvantable pour qui que ce soit. Vous êtes dans la vie, il faut faire un choix. Il y a tant de choses que vous pouvez avoir et tant de choses que vous ne pouvez pas avoir. À vous de faire le choix de l'un, savoir ce que vous voulez donner, ce que vous voulez pas donner et faire avec. On ne peut pas tout avoir. Est-ce que vous aimez les enfants ou pas? J'adore les enfants, mais les enfants des autres suffisent. Si j'étais une femme, moi, je serais ravi d'avoir 12 enfants. Pour les hommes, ce n'est pas la même chose. Vous parlez vraiment vite. Hein. Je crois que ça fera plaisir à nos amis suisses-allemands dont vous dites que l'accent n'est pas vraiment chantant ni agréable à entendre, alors que vous, c'est un allemand parfait. Oui, mais je suis du Nord et en Allemagne, les gens disent toujours que c'est le bon allemand, c'est celui qu'on parle dans le Nord de l'Europe. Moi, je veux bien, je ne me rends pas compte. Mais vous savez, quand j'étais enfant, j'étais très bavard et ma mère me disait, écoute, parle plus vite pour les bêtises que tu dis, on ne peut pas prendre plus de temps. Et c'est comme ça que j'ai appris à parler très très vite parce qu'il fallait que je finisse mon histoire avant qu'elle gagne la porte. Est-ce vrai également que votre mère vous ait un jour donné un conseil ou prévenu, si tu dois faire ton lit, ton thé toi-même ou coudre tes boutons de manchette, tu ne seras qu'un raté? Oui, elle l'a dit ça, oui. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Non, mais ça dépend de ce qu'on veut faire. Si on se contente de notre genre de vie, non, mais la perspective qu'elle avait de ce que son fils devrait faire, c'était comme ça. Elle voyait les choses comme ça. Elle, toute sa vie, elle n'avait pas bougé un doigt et elle avait toujours fait bouger les autres. Alors elle pensait peut-être que je devais faire pareil. Vous avez beaucoup de personnel? Non, j'ai ce qu'il faut, mais... C'est-à-dire ça dépend des maisons. Je dis, il ne faut pas que ça soit entretenu. On ne peut pas avoir des maisons et pas entretenues. Je dis, j'ai ce qu'il faut. Enfin, on pourrait avoir plus. Hein. Le chanteur... J'en cherche d'ailleurs. Vous en cherchez? Ah bah, ça va, appel d'offres, maître d'hôtel suisse, c'est très chic. Oui. Allez, le chanteur favori du moment, je crois que c'est Tom Waits. Hein. Oui. Oh, il y a des moments qui durent. Hein. Qu'est-ce que vous aimez chez lui? Sa voix étrange et des espèces de mystère qui se dégagent de sa chanson. Et je l'ai vu à Paris, à l'Olympia, et je dois dire que c'était extraordinaire.
Je trouve qu'il a beaucoup de talent, et j'aime la voix, j'aime les mélodies, car il y a certaines chansons qui ont des mélodies vraiment ravissantes, et je trouve qu'il y a un mystère vraiment, je trouve que c'est un des rares vraiment avec un grand talent. Il n'est même pas aussi célèbre qu'il devait l'être, parce que les gens beaucoup plus célèbres qui ont beaucoup moins de talent que lui, je trouve. Ça c'est assez commun quand même. Oui, d'accord, mais enfin, ça peut venir. Mais je dois dire, en scène à l'Olympia, c'était vraiment extraordinaire. Et vous, est-ce que vous avez un style de vie ou une morale que vous préconisez? Si vous deviez donner des conseils, qu'est-ce que vous diriez aux gens pour qu'ils soient bien, heureux? Vous savez, je ne crois qu'à la chose individuelle, il n'y a pas de généralité. Chacun doit savoir ce qui est bien pour lui, ce qui est bien pour moi n'est pas forcément bien pour les autres. Alors c'est très prétentieux de vouloir donner des leçons, car ça ne sert à rien. Parce que chacun doit trouver son propre truc, son style, son genre de vie, sa façon de s'arranger avec lui-même. C'est très difficile. Non, mais parce qu'en fait, on a dit tout à l'heure, vous êtes quand même quelqu'un de terre à terre. Vous êtes très rigoureux, vous l'avez dit, avec vous-même notamment. Est-ce que vous aimez la rigueur ou bien vous êtes plutôt pour un système de liberté? Non, mais moi, je n'ai pas de mérite, ça correspond à ma nature. Mais il y a des gens dont ce n'est pas la nature, donc eux seront obligés de se forcer. Évidemment, c'est plus difficile. Moi, j'ai un côté un peu calviniste sur le bord, un peu puritain, donc ça va très bien pour moi, mais ça ne va pas forcément pour les autres. Vous êtes vraiment puritain? C'est bégueule quand même. Ah, quand même, ouais. Oui. Et puis alors, il y a des gens, enfin des êtres invisibles que vous adorez, que vous aimez fréquenter, ce sont les fantômes. Oui, je vis très bien avec parce que j'ai passé ma vie dans des maisons qui soi-disant étaient hantées, mais malheureusement tout le monde les voyait sauf moi, et ça ne m'a jamais impressionné car après tout personne n'a jamais été tué par un fantôme. J'adore le cinéma muet. Je trouve ça beaucoup plus joli un film avec des images et le piano à côté, et de temps en temps un petit carton avec le texte dessus, que tous ces bavardages interminables qu'on a aujourd'hui souvent. Alors là, c'était un film de Murnau, c'est un de vos cinéastes favoris. Le film favori, pour moi personnellement, de Murnau, à part Le Dernier des Hommes, c'est Château Feugelotte, mais c'est presque impossible d'avoir une copie. C'est carrément impossible, enfin vous le savez bien. Oui. Mais j'ai vu la version qu'ils ont à la Cinémathèque de Paris, mais qui est absolument incomplète, où ils n'ont même pas de sous-titres, et donc même l'histoire paraît très confuse. Mais je connaissais l'histoire parce que j'avais lu le livret que quelqu'un avait, donc je pouvais reconstituer l'histoire. Mais j'adore le cinéma muet. Et j'aime l'expressionnisme allemand parce qu'il est un peu excessif, un peu extrême et très graphique. Et moi, j'aime tout ce qui est graphique. C'est un film qui avait beaucoup inspiré les surréalistes français, notamment. Oui, mais les surréalistes français ont toujours beaucoup aimé le cinéma expressionniste allemand. Alors, on a parlé des fantômes. Vous rêvez vraiment d'en croiser un? Non, je rêve pas, mais j'ai vécu dans des maisons qui étaient soi-disant hantées et je ne les ai pas tellement croisées, sauf une fois. Donc, au fait, ça ne me gêne pas. Mais d'autres gens qui ont habité dans ces maisons, qui étaient mes invités, n'ont pas pu dormir, ont eu des problèmes que moi, j'ai rêvé d'avoir et que je n'ai jamais eu. Quel dommage. Alors, il y a deux objets quand même qui vous caractérisent. Un qui est extérieur, que vous avez dans la main. Est-ce que vous pouvez nous montrer, le déplier pour montrer ce que c'est? C'est juste un éventail. Voilà. Et pour vous, l'éventail, c'est un symbole de quelque chose? D'abord, c'est un sigle, puisque pour ma marque, je choisis ça pour KL. En même temps, c'est de l'air conditionné portatif. Et comme je ne fume pas, la fumée des autres, comme ça, je peux la balancer. C'est ça. Et vous dessinez dessus également? Oui, c'est pour ça que moi je n'utilise pas du tout des trucs de collection, mais des choses japonaises où tout ça vient en papier blanc. On peut faire des notes dessus, on peut faire un dessin dessus, et je trouve ça amusant et ça occupe les mains. Les autres, ils ont les cigarettes là et les verres là, comme ça, comme je ne bois pas d'alcool et que à part le vin blanc, et que je ne fume pas, comme ça m'occupe en même temps. Et puis on peut taper sur les gens. Ah oui, d'accord. Et puis alors vous avez eu la gentillesse de nous montrer quelque chose de complètement étonnant et d'assez rare. C'est votre agenda qui est assez peu commun, on peut le remarquer. C'est-à-dire vous découpez, vous mettez des petites photos, vous inscrivez vos rendez-vous comme ça? Oui, et je mets le numéro de téléphone et puis les images en rapport avec le numéro de téléphone. Et il n'y a pas les noms des gens, il y a en général que leurs photos. Vous voyez, il y a une photo de Madonna parce que j'avais été à un concert de Madonna, j'ai mis la photo et la date comme ça. Et à côté, il y a un tableau que j'ai acheté. Après, il y a une photo que j'avais vue, que j'avais trouvée jolie. Et tout est dedans. Et quand on est en voyage, c'est très agréable de ne regarder que des images de moments qui vous ont plu ou des choses que vous aimez ou de vos maisons et des choses comme ça. Alors ça, c'est un de vos 2 pièces, là? Oui, c'est un de mes 2 pièces. Comme vous dites, ça, c'est une maison que j'ai en Bretagne, que j'ai héritée de ma mère. Et que j'aime beaucoup, mais malheureusement, je n'y vais presque jamais parce que je n'ai pas le temps d'y aller. Mais vous voyez, tous les numéros de téléphone sont écrits. Ça, c'est des plans pour un atelier que je suis en train de faire et il y a toutes choses de travail. Là, par exemple, à gauche, c'est des photos de travail quand j'ai fait une promotion pour Polaroid. Je ne veux pas faire d'émission publicitaire, mais vous le montrer, je suis obligé de vous expliquer. Et ça, vous voyez, il y a un de mes chiens, il y a plein de... Toutes ces dames qui sont représentées, ça correspond à leur numéro de téléphone. Ah, d'accord, quand même. Ah oui, exactement. Oui. Ouais. Là, il y a Barbara Hendricks parce que j'ai fait un costume pour Barbara Hendricks, vous voyez.
Mais écoutez, Karl Lagerfeld, je vous remercie beaucoup de nous avoir montré ce précieux document qui est un agenda. Peut-être juste une dernière question. Est-ce que vous dormez avec un pyjama ou bien vous préférez dormir nu? Non, je dors avec un pyjama, si vous voulez tout savoir, et je le change tous les jours, car je n'aime rien moins que des choses douteuses, que quand une chose est douteuse, ça veut dire en général, il n'y a pas de doute. Et la chemise de nuit, pas du tout? C'est pas de mon génération quand même. Hein. Non. Karl Lagerfeld, je vous remercie d'avoir accepté d'être notre invité. Bonne soirée à tous. On se retrouve vendredi prochain pour Bonsoir. Merci, au revoir.